Construction de 1000 logements sociaux à Angondje, au nord de Libreville. L'opération a démarré ce matin en présence de plusieurs personnalités et de nos reporters sur place. Transformation locale du bois, le conseil d'administration de la SNBG lance son important projet à Ovendo, au sud de Libreville. Introduction de la biométrie dans le système électoral au Gabon, Jean-François Ndungu lance officiellement ce projet dénommé Iboga. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne et merci de me recevoir chez vous. À la fin de ce journal, vous suivrez une déclaration du Conseil national de la communication qui sera lue par le conseiller membre Godel Inanga Indeika. Cela dit, le projet de construction de logements sociaux au Gabon devrait connaître un début de réalisation en ce début de mois de juin. En témoigne la signature ce jour d'une nouvelle convention pour la réalisation des futures cités. Les détails avec Charles Oganda et Olivier Antonio. C'est ici le deuxième acte d'un projet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive du fait de l'impatience qu'il suscite dans la population. La construction de logements à Libreville et à l'intérieur du pays, décidée par le président de la République et qui tarde encore à se réaliser, après une tournure décisive ce vendredi 1er juin avec la signature d'une convention pour l'aménagement d'une parcelle au quartier Angondje entre la société Mika Service, l'Agence nationale des grands travaux et le gouvernement de la République représenté au plus haut niveau par le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndongsima. Il s'agit de tenir une promesse qu'on a faite d'atteindre un certain nombre de maisons construites d'ici le 31 décembre 2012. Nous sommes en début de saison sèche bientôt, même s'il y a encore un peu de pluie. C'est le bon moment de profiter du calme, de la diminution des pluies et donc de la période qui va être propice à de tels travaux de génie civil. Et je compte vraiment sur vous pour que ça se fasse bien. Cet acte va se réaliser sur un chantier d'une surface de 24 hectares qui consiste à préparer les futures plateformes à bâtir pour la formation des cités à venir. Les différents lotissements seront pourvus de réseaux divers. Ce sont des terrassements jusqu'au verre, jusqu'aux voiries. Nous avons un délai de 6 mois à compter d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au plus tard, fin novembre, il faut libérer ces 24 hectares dans les normes techniques qui ont été prescrites dans la convention signée ce matin. Pour mener à bien ce deuxième chantier, une demi-centaine de personnes, ingénieurs, techniciens, contrôleurs d'engins et autres ouvriers spécialisés seront liés par des délais de réalisation très courts. Tout justement, après la signature de cette convention, le programme de construction de 1000 logements à Angondje a été lancé ce matin en présence de Lazo Aborneur et Barthel Boise de la presse présidentielle. Cette politique de logement, elle se fera. Et vous qui êtes réunis dans cette salle, je tiens à vous dire que cela se fera, avec ou sans vous. La tonalité inscrite sur sa voix suffit largement pour témoigner de la détermination du chef de l'État Ali Bongo Ondimba d'offrir des logements sociaux aux Gabonais. C'est fort justement que quelques jours après, une semaine plus exactement, le rêve d'hier entame sa mutation vers la réalité. Premier site choisi, Angondje. Ici, le coup d'envoi des travaux a été donné. Sur ce chantier, la technique retenue est celle de la conduite plutôt simultanée ou presque des travaux d'aménagement du site et bien sûr le début des réalisations des logements. L'entreprise Mika Service a été retenue pour viabiliser la première parcelle. Une surface de 24 hectares à livrer en 6 mois. Derrière, les constructions suivent. Nous avons un délai de 6 mois à compter d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au plus tard, fin novembre, il faut libérer ces 24 hectares dans les normes techniques qui ont été prescrites dans la convention signée ce matin. Et la cadence des travaux retenus pour la première phase de l'opération impose à l'entreprise Mika la livraison d'un espace pouvant accueillir 200 maisons d'ici à fin août. 2 mois donc. Puis, l'opération entrée dans sa vitesse de croisière offre une centaine d'habitations en 1 mois jusqu'à ce que les 600 espaces sollicités dans le cahier de charge soient mis à la disposition du maître d'œuvre et progressivement envahis par les nouvelles habitations. D'ici à peu près fin juillet, il y aura
quasiment 8 parcelles elles vont être en effervescence. L'aménagement du site prévoit donc une viabilisation avec les voiries et réseaux divers, le tout assorti des trottoirs et autres canalisations. L'adduction d'eau n'est pas en reste. Angondje constitue, il faut le dire, le point de départ d'un vaste chantier à Libreville et qui s'étend en province. En tout cas, la construction de ces 1000 logements à caractère social d'ailleurs, devrait permettre à de nombreux Gabonais d'avoir accès à un logement décent. Cédric Mouélé Malonga et Ghislain Maïnda jettent un regard sur les probables coûts de ces logements. De cabinet consacré à l'habitat, souvenez-vous, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait réaffirmé sa ferme volonté de résorber urgemment le déficit en logement que connaît le Gabon. Un pays qui réussit à construire stades, infrastructures sanitaires, routières et autres commodités qui lui ont valu le label de meilleure Coupe d'Afrique de l'histoire du football continental ne peut pas considérer le défi de construction de type de logement à caractère social comme un défi insurmontable. Au sortir de ce large tour de table, la traduction de façon concrète de cette volonté présidentielle serait attendue par les Gabonais. Tous dans cette salle le savaient. Et Christiane Leka, le ministre délégué chargé de l'habitat, s'était voulu rassurante. Le démarrage des constructions des 5000 logements va se faire, je peux vous dire, dès juin. 1000 logements pour le lancement de cet ambitieux projet. La zone retenue, Angondje, dans le nord de la capitale gabonaise. L'adjudicataire Mika Service procède ici à la phase de terrassement du site à la date annoncée par le membre du gouvernement. C'est le premier jour de démarrage. Nous avons mis les engins en place et l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir libérer 2 plateformes pour que les travaux de construction et les travaux de terrassement puissent se faire d'une manière simultanée. On le sait, au rang des priorités du plan stratégique Gabon émergent figure la construction de ces logements sociaux pour permettre ainsi à tous les Gabonais d'être logés décemment. Mais à quel coût? Alors il y a différents modèles, différentes capacités. Il y a des 50 mètres carrés et ça va jusqu'à 126 et 130 mètres carrés à l'intérieur. Ça va dépendre du nombre de familles, le nombre de chambres. Donc c'est l'ensemble complet. L'infrastructure, vous l'avez qui est à part. Vous avez après la base de béton qui est séparée. Et les maisons vont coûter normalement, avec une moyenne peut-être aux alentours de 20 millions à 23 millions, 24 millions de CFA. 3 ans après, la promesse électorale du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, celle d'offrir à tout Gabonais un toit décent et à un coût raisonnable, est véritablement entrée dans sa phase d'exécution. Comme on le dit très souvent, mieux vaut tard que jamais. Merci Cédric. Autre sujet, toujours en rapport avec l'économie et la vie sociale tout à fait importante. La Société nationale des bois du Gabon, en phase avec la politique de transformation locale du bois, le conseil d'administration de cette société, tenu hier, a permis de lancer cet ambitieux projet du programme du président de la République. Reportage, Patrick Simangoy, Arnaud Menga. Le conseil d'administration qui vient de se tenir sous la présidence du président Edmond Okenvele a arrêté les comptes 2011. Les résultats nets positifs permettront de consolider la situation financière de la société et avoir des indicateurs de performance susceptibles de booster l'industrialisation prônée par le chef de l'État. Ce conseil d'administration a coïncidé avec le lancement de la transformation du bois localement, vœu cher au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. En 2010, lors du conseil des ministres délocalisé de Port-Gentil dans le Guadeloupe-Maritime, les instructions du chef de l'État Ali Bongo Ondimba étaient claires en direction de la SNBG, à savoir matérialiser le projet de société du président de la République dans le secteur de la filière bois après l'interdiction d'exporter le bois sous forme de grumes. Il fallait un modèle de transformation locale et la société qui était au départ leader dans l'industrie, dans le négoce de grumes, avait, suivant les instructions du chef de l'État, vocation maintenant à devenir leader dans l'industrie. Et c'est ce que nous nous sommes attelés à faire. Le début des travaux se soutient autour du mois de juin 2010.
Aujourd'hui, ce conseil d'administration se tient qui symboliquement lance le début des activités de la partie tranchage. Suivront ensuite l'ouverture des autres unités de transformation. Le complexe est situé dans la zone portuaire d'Ovendo. La réorientation de l'activité de la SNBG depuis 2 années est donc une réalité. Le complexe comprend une usine de tranchage dotée de 3 lignes de production, une usine de sciage équipée de matériel de dernière génération et une usine de déroulage composée de 2 lignes modernes et d'une presse à contreplaqué dont la mise en service n'est qu'une affaire de semaines. 450 emplois directs seront créés. Comme on le voit, Ali Bongo Ondimba est en train de réussir son pari du Gabon industriel. En tout cas, ce complexe d'une capacité de transformation de 1 500 000 m3 par an, après la mise en service des 3 usines, va créer 450 emplois directs. Il s'étend sur 12 hectares dans la zone du port d'Ovendo. Reportage, Patrick Simangoy, Arnaud Monga. Pour cette phase de démarrage, la Société nationale des bois du Gabon ambitionne atteindre 500 m3 de production mensuelle en entrée et 300 m3 en sortie. La capacité de l'usine est de 1000 à 1200 en entrée, soit 900 à 1000 m3 de production mensuelle. La politique du chef de l'État, c'est une réalité parce que ce ne sont pas des décisions qui ont été prises à la légère. Le chef d'État a une vision. Et cette vision est à mettre en place. Donc la vision du Gabon industriel, c'est une réalité. En tout cas, en ce qui concerne la SNBG, il faut savoir que les décisions du chef de l'État ont permis à l'entreprise aujourd'hui de passer d'une société qui n'exerçait que dans le négoce, de devenir aujourd'hui une des sociétés sur lesquelles on va pouvoir compter au niveau de l'industrie au Gabon. La réalisation d'un projet aussi ambitieux dans une période sensible où l'entreprise n'avait plus d'activité depuis 2 années l'a amené à rechercher un accompagnement financier le plus adapté possible afin de finaliser ses investissements. La SNBG a donc sollicité l'appui de la BDAC à Brazzaville qui lui a accordé un prêt de 9 milliards de francs CFA en association bien sûr avec une banque commerciale gabonaise, la BICIG et Ecobank Gabon. Après la mise en service de la première usine, suivra celle de la deuxième usine de déroulage composée de 2 lignes modernes. Les accessoires sont en place, les installations se poursuivent à un rythme normal. Le matériel de qualité, et qui fait d'ailleurs la fierté de la SNBG, est fourni par un fabricant italien de renommée mondiale. Alors Patrick Simangoy vous l'a dit, ce complexe aura donc une capacité de transformation de 500 000 m3 par an. Réception ce matin du bâtiment du centre hospitalier universitaire de Libreville. C'est le ministre de la Santé lui-même qui a réceptionné cet édifice avant d'effectuer une visite dans les différents services que regorge ce CHU. Plus de détails avec Léa Bifan et Richard Mobiwa. Voici le centre hospitalier universitaire de Libreville. Un bâtiment tout neuf réceptionné ici par le ministre de la Santé qu'accompagnait son ministre délégué. La mise en service de ce bâtiment s'inscrit dans le processus d'amélioration des structures sanitaires initié par le président de la République avec, à la clé, la transformation du centre hospitalier de Libreville en CHU. La première phase d'exécution de la construction et d'équipement du centre hospitalier universitaire de Libreville est terminée. Cette phase peut être ouverte au public. Cette première phase, présentée aujourd'hui à travers ce bâtiment, a mis un point d'honneur sur les services suivants. Urgence, pédiatrie et générale, 5 blocs opératoires, radiologie, laboratoire, salle de vidéoconférence, local technique, mais aussi le SAMU. La première chose, c'est les mesures que nous entendons prendre pour garder ces lieux propres. Il ne saurait être question de transformer ce hall en dortoir, comme ça a souvent été le cas. La priorité des lits
sera accordée aux interventions dites d'urgence. Pour les interventions réglées, il ne faudrait pas que certains patients soient surpris. Nous serons dans l'obligation de les transférer vers d'autres structures publiques. Il faut justement qu'ils transfèrent les patients, les activités des bâtiments existants dans ce bâtiment, donc pour libérer les autres bâtiments pour que nous on puisse travailler. Disons que au plus tard, juillet 2015, l'ensemble, le complexe sera opérationnel. Tout en sachant que le chef de l'État s'est engagé à mettre à disposition des Gabonais des structures de soins afin d'avoir une offre de soins efficiente. Ainsi donc, la deuxième phase va commencer dès le 4 juin 2012. Le centre hospitalier universitaire devient donc une réalité, mais cette réalité nécessite d'être préservée avec rigueur, car le confort et le design qu'offre ce bâtiment ne demandent qu'à être maintenus dans les conditions de propriété permanentes. Nous restons toujours dans le domaine de la santé. La Fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba organise depuis ce matin à l'hôtel laïco de Libreville, et ce pendant 2 jours, un symposium international sur le diabète. L'évolution de cette maladie est le thème principal de cette rencontre internationale et une rencontre scientifique. Reportage Victor Mundunga, Elisabeth Guinyanga. Ensemble contre le diabète, véritable défi que se fixent les fondations Albertine Amissa Bongo Ondimba, Omar Bongo pour la paix, la science, la culture et l'environnement et le ministère de la Santé afin de booster cette maladie. Le symposium international de Libreville sur le diabète, le 2e du genre, va donc permettre aux experts de débattre et de partager leur expérience en matière de prévention et de traitement du diabète. Les experts, les médecins et les associations des patients réalisent un travail considérable, mais leurs initiatives resteront lettres mortes, sans un appui au plus haut niveau. Je profite ici pour rappeler l'engagement du président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sur ce sujet, qui nous a, cette année encore, renouvelé son soutien dans l'organisation de cet événement, mais aussi assuré de son engagement pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives destinées à intensifier les dépistages et donner accès aux traitements sur notre territoire. Autrefois considéré comme étant une maladie des pays riches, le diabète prend des proportions inquiétantes en Afrique et particulièrement au Gabon. 4,4% de la population gabonaise est touchée par ce fléau. Les membres de notre fondation et notre présidente d'honneur avons bien pris conscience concernant un sujet aussi complexe, majeur et sensible de la nécessité de faire du Symposium international de Libreville un rendez-vous annuel, mais aussi de contribuer à la hauteur de nos capacités à la mise en place d'actions concrètes sur les terrains de la prévention, de la sensibilisation des populations, de la formation du personnel médical ou encore de la prise en charge des malades. À ce titre, je suis donc particulièrement fière de vous annoncer aujourd'hui la création prochaine de la Maison du diabète à Libreville. Plus de 346 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde. Selon l'OMS, la progression des cas sera de 40% pour les pays développés d'ici à 2025 et de 170% dans les pays en voie de développement. Cet événement d'une importance capitale a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités de la République, parmi lesquelles le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Donsima. Voici le contenu de son message dans ce reportage de Claudette Richon, Olivier Antonio. C'est bien le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsima qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette grande mobilisation internationale du monde médical consacrée à la maladie du diabète.
Dans son propos de circonstance, le numéro 1 du gouvernement a d'abord reconnu la gravité du fléau, véritable problème de santé publique dans notre pays, avant de réitérer l'engagement de l'exécutif d'en faire l'une des priorités dans les 5 ans à venir. Il ne s'agit ni d'un mal spécifique à une catégorie de personnes, ni d'une pathologie marginale. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, le Gabon figure aujourd'hui parmi les pays d'Afrique les plus touchés par la maladie et son taux de prévalence actuel de l'ordre de 5% pourrait continuer à s'accroître de façon significative. C'est pour faire face au risque d'aggravation de ce constat à l'échelle nationale que le diabète a été largement pris en compte par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et par l'ensemble du gouvernement dans le plan national de développement sanitaire qui couvre la période 2011-2016. Raymond Donsima a également salué l'action des organisations non gouvernementales et autres associations visiblement impliquées dans la lutte contre cette maladie. Je voudrais donc saisir cette occasion pour rendre hommage aux associations, aux ONG, aux autres partenaires non étatiques et les encourager à poursuivre l'action d'appui aux initiatives du gouvernement dans la promotion de la santé, le soutien aux patients et la mobilisation des ressources des différents ordres pour lutter contre cette pathologie. Aux côtés de la Fondation Albertine Amissa Bongo, dont les actions philanthropiques en ce domaine sont connues de tous, se trouve en bonne place l'association des diabétiques du Gabon qui œuvre également en vue d'un meilleur accès de ses membres aux soins de qualité. Précisons que la 2e édition du Symposium international sur le diabète en Afrique est organisée comme l'année dernière par la Fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba en partenariat avec la Fondation Omar Bongo Ondimba. Pendant ce temps, le conseil d'administration du Centre international de recherche médicale de Franceville se penchait sur la présentation des résultats de la recherche, de la formation ainsi que celle de l'aide à la santé publique. Les précisions avec Marie-Josée Ndombi et Francis Ifunda. Les enseignements qui se dégagent de cette réunion, dirigée par son président Paul Tungi, c'est la nette progression des résultats des grandes missions du Centre international de recherche médicale de Franceville, à savoir la recherche scientifique au travers des résultats de ses publications et de ses découvertes qui ont été couronnées de succès. En particulier, la mise en place d'un laboratoire de bactériologie avec donc la mise en évidence du risque de l'antibiorésistance des bactéries. Donc ça, c'est un élément très important. Et puis la découverte donc, de nouveaux virus et de nouveaux parasites. Donc ça, c'est pour la partie strictement recherche. Ensuite, il y a la partie formation. Donc en formation, on a formé cette année plus de 70 jeunes Gabonais à l'excellence, donc en maîtrise, en doctorat, et puis des jeunes étudiants qui venaient faire leur stage d'1 ou 2 mois chez nous. Donc ça, la partie formation a aussi augmenté de façon conséquente en 2011. Et enfin, donc l'aide à la santé publique, on essaie de montrer et de démontrer comment certains systèmes de stratégie de prise en charge de la santé au Gabon peuvent être développés. Au CIANF, l'année 2011 aura été marquée par de multiples sollicitations, tant au niveau national qu'international. D'abord des partenariats au niveau national, donc en particulier le réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale, donc ce réseau que nous avons mis en place, dont nous sommes un des fondateurs avec le CFE de Kinshasa. On est vraiment sur des dynamiques régionales, internationales, puisqu'on est partagé entre plusieurs pays, d'études donc de ces maladies, du risque et puis surtout de la veille sanitaire qui est un élément extrêmement important pour prévenir donc l'émergence. Au niveau, j'allais dire, supra-international, c'est-à-dire en dehors du continent africain, et bien évidemment, il y a ces attaches traditionnelles vers l'Europe occidentale, en particulier la France, l'Angleterre, et de plus en plus d'autres pays d'Europe viennent nous rejoindre.
Et puis aux États-Unis, bien entendu, on est en contact permanent, on a des accords avec des universités. Notons que l'OCIANF a mis en place au sein de sa station de la Lopé une école de terrain pour étudier la forêt tropicale en vue de comprendre la circulation des maladies des hommes et des animaux. La recherche, nous passons aux élections, à la politique. Après les concertations des 28 avril et 9 mai 2011 et plus récemment encore le rendu de la Cour constitutionnelle, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement de mettre en œuvre le processus conduisant à la biométrie dans notre système électoral. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a procédé au lancement officiel de ce projet dénommé Iboga. Reportage Rodrigue Tessamwanga, Félix Moudibangoyi. Former les utilisateurs des scooters et des fauteuils électriques au code de la route, c'est autour de cet objectif que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille organise cette formation. Une formation qui se déroule dans les locaux du complexe sportif du Prytanée militaire de Libreville. Apprendre le code de la route, c'est très important, puisqu'il ne suffit pas d'avoir un scooter, une moto, une voiture et se lancer dans la circulation. On revient à un danger. Si on ne connaît pas les règles élémentaires du code de la route, je pense qu'à la sortie de cette petite formation, ils seront beaucoup plus prudents, parce que c'est ce que je les recommanderais, la prudence dans la circulation. Vous savez, être handicapé, être sur un scooter, ce n'est pas déjà facile. Et être dans la circulation où il y a plus de véhicules que de piétons et il y a plus de chauffards que de bons conducteurs, je pense qu'à la sortie de cette formation, ils seront vraiment conscients des risques que représente la route, c'est-à-dire le danger que représente la route. Pendant 2 jours avant la distribution de ces engins, les personnes vivant avec un handicap physique seront sensibilisées, mieux édifiées sur les dangers, mais surtout sur la manière de se comporter sur la voie publique. La formation est très appréciée. L'enseignement qui nous est donné aujourd'hui est un enseignement qui nous permet de respecter le code de la route pour nous mettre en sécurité. C'est-à-dire nous protéger nous-mêmes et protéger également les autres, c'est-à-dire les chauffeurs et d'autres usagers. Déjà qu'on pense à nous, du fait qu'on nous attribue d'abord un bon matériel roulant, de 1, et en plus qu'on nous donne la possibilité de pouvoir l'utiliser, de savoir l'utiliser. C'est ça le plus important, donc c'est un sentiment de satisfaction et un grand bravo à la Première Dame qui a eu cette initiative. C'est très bien, on est satisfait. Au thème de cet atelier de formation, les personnes concernées vont recevoir soit un scooter ou un fauteuil électrique. Un geste de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille qui va s'étendre à l'intérieur du pays. Alors, nous sommes toujours restés là dans le domaine du social avec cette formation qui s'est tenue, qui a commencé ce matin au niveau du Prytanée militaire avec nos compatriotes handicapés qui ont suivi une formation des codes de la route, effectivement, parce que prochainement, ils vont pouvoir bénéficier de fauteuils roulants électriques. C'est ce que vient de nous dire Nick Joslin Fouba. Alors, parlons élection au Conseil économique et social. Au lendemain de l'organisation de l'élection des membres du Conseil économique et social par la primature, le dossier est désormais bouclé. Les différents états-majors des associations et ONG s'étant accordés sur le processus piloté par le secrétariat de la primature. Voici le reportage de Charles Oganda. Cette fois, c'est la bonne. Une semaine après la tenue de l'élection pour le renouvellement des membres du Conseil économique et social, c'est le calme plat dans les différents états-majors des organisations syndicales et autres associations des salariés, des cadres travailleurs, des secteurs privés, publics et parapublics, des employeurs, des artisans, des exploitants individuels et des professions libérales. Tous disent se satisfaire de l'organisation de ce scrutin qu'ils jugent démocratique. L'élection s'est passée dans de très bonnes conditions de transparence. Nous remercions déjà l'équipe technique qui a fait des efforts considérables pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Le déroulement du vote en lui-même s'est passé dans des conditions de transparence inhabituelles. Il y a eu donc des observateurs
entre autres les représentants des associations qui depuis le matin sont là avec les membres de la commission. Ensemble, ont vu les différents candidats passer les uns après les autres pour justement accomplir leurs devoirs. En effet, le comité d'organisation mis en place par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Dongsima, est dirigé par le secrétaire général adjoint de la primature, Alexandre Ngotombachi, n'a ménagé aucun effort pour rendre cette élection crédible et transparente. Nous souhaitons que les choses, du moins ce vote se passe dans le calme. Ceux qui éventuellement auront des recours pourront le faire après. Cette consultation, pour laquelle 193 dossiers étaient en compétition pour seulement 38 sièges à pourvoir dans cette première étape, a donc rendu son verdict devant le grand public qui a accueilli les résultats avec modération. C'est un sentiment de satisfaction. Je suis très contente parce qu'on l'a mérité. Le caractère impartial de cette élection s'est passé dans les très bonnes conditions. Et je pense que si toutes les élections dans notre pays pouvaient se passer dans de telles conditions, ça pourrait nous réjouir. Ainsi donc, de la phase de dépôt des dossiers de candidature en passant par l'affichage et la consultation des listes retenues jusqu'au vote qui a eu lieu le samedi 26 mai dernier, le processus qui a duré une semaine a été apprécié par les différents acteurs. Nous pensons que c'est une élection qui va faire date dans l'histoire des élections du Conseil économique et social dans notre pays, parce que contrairement à la première élection qui a été annulée par la Cour constitutionnelle, cette dernière élection a plus ou moins fait l'unanimité. Il y a eu un effort dans l'organisation et un effort également de transparence et de sincérité dans le vote qui a été effectivement organisé. En attendant la dernière phase qui consistera à la désignation des représentants de l'État et ceux de confession religieuse, l'élection des nouveaux membres du Conseil économique et social qui avait été annulée une première fois en mars dernier est désormais bouclée et bien ficelée. Parlons infrastructure routière à présent. Entamés le mois dernier, les travaux de la route Mouila-Ndende dans la province de Langounié prennent de la vitesse. La mise en œuvre de ce projet est l'un des fruits de la coopération entre le groupement Saint-Lô et le gouvernement gabonais. Le constat de Rodrigue Tissamouang. Les travaux de la route Mouila-Ndende ont bel et bien démarré. Après 45 jours de démarrage des travaux, notamment des installations, nous avons pu quand même réaliser 30 km de levée, c'est-à-dire de conception topographique et d'études géotechniques. Donc en ce qui concerne les travaux préparatoires, nous avons déjà plus de 12 km décapés. Sericom, l'entreprise adjudicataire de ce marché, va s'appuyer sur la piste existante. L'ancien tracé est de 78 km. Le nouveau pourrait réduire cette distance. Sur l'axe routier, la présence des engins peut rassurer. Je suis conducteur d'engin. Je suis pour le nettoyage du bord de route et les travaux qui vont répondre. Après l'installation du chantier le mois dernier, la future base vie qui sort progressivement de terre accueille déjà l'essentiel du matériel. Ici, là, c'est le logement des travailleurs qu'on doit effectuer ici. Là, ça, c'est le travail, là où les travailleurs doivent loger. La première phase, qui s'étend sur 30 km, a été certifiée par des études géotechniques en collaboration avec les techniciens des travaux publics. Respect des normes oblige. Nous avons une couche de forme, une couche de fondation, une couche de base en grave bitume et la couche de roulement. Cette route, dite de 3e catégorie, cache encore ses allures modernes. 3,50 m de couche de roulement, bitume, assortie de tout ce qui concourt à la signalisation. Le gouvernement de la République, via le ministère des Infrastructures, tient au respect des recommandations. De dizaines de jeunes compatriotes répondent à l'appel du personnel. L'emploi est assuré. Je suis un maçon. Je suis arrivé ici, en fait, dès que la société est arrivée, on a fait les demandes. Nous souhaiterons que le président aussi vienne vérifier un coup d'œil sur le travaux qui s'est lancé dans Ndende. Peut-être que ça lui fera un bon plaisir. 32 mois pour l'exécution des travaux, ce délai tient également compte des voiries de la commune de Ndende, visiblement en plein essor.
Je vous l'ai dit au début de ce journal, le Conseil national de la communication a tenu une séance plénière aujourd'hui. L'hebdomadaire Jeune Afrique et les journaux Écho du Nord, Le Mbanja et Le Temps, épinglés par le Conseil national de la communication, il est reproché à ses confrères d'avoir alimenté la presse autour d'un sujet qualifié de ethniciste ou ethnique. Le communiqué final est lu ici par le conseiller membre chargé de la télévision, Godel Inanga Indeika. Mesdames, Messieurs, au revoir.